Amis investisseurs, bonjour, c'est Aymeric du blog Mission Investisseur Immeuble.com. Aujourd'hui, je me trouve avec une avocate de l'immobilier. On va parler des définitions un peu de l'urbanisme. Ça se passe tout de suite et c'est après le jingle. Uriel, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas et dire qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je m'appelle Uriel Berthet, je suis avocate au barreau de Thonon-les-Bains. J'exerce sur la commune de Juvigny, donc à proximité d'Annemasse. Et j'exerce depuis une quinzaine d'années en matière essentiellement immobilière, c'est-à-dire tant effectivement le droit de l'urbanisme et de l'aménagement que les ventes immobilières, les questions de copropriété, de construction et de baux notamment. Très bien. Alors, on va commencer par définir un peu quelques points compliqués pour ceux qui nous écoutent, également les investisseurs immobiliers. Alors, qu'est-ce qu'un PLU et à quoi ça sert? Alors, PLU, ce qui veut dire plan local d'urbanisme, c'est un document d'urbanisme qui est adopté par la commune ou l'établissement supracommunal, comité d'agglomération notamment, et qui va définir les règles d'urbanisme qui vont s'appliquer sur son territoire. Donc, les deux documents qui sont essentiels dans le PLU qui intéressent les gens qui vont construire ou faire des travaux, c'est le document qu'on appelle graphique, qui est le zonage, qui va déterminer quelles sont les zones qu'on dit urbaines et qui peuvent être effectivement faire l'objet de construction, les zones agricoles destinées aux bâtiments à usage agricole ou les zones naturelles dans lesquelles on peut construire que très peu de types de construction. Et le deuxième document, c'est ce qu'on appelle le règlement, qui va déterminer pour chacune de ces zones, UA, UB, A, etc., les règles qui vont s'appliquer, quel type de construction je peux faire, quelles sont par exemple les distances à respecter vis-à-vis des voiries ou des limites de propriété, les règles d'accès des réseaux, les d'accès en termes d'assainissement, etc. Et après des règles plus esthétiques sur les couleurs, le type de toiture, les clôtures, ce genre de choses. D'accord, très bien. En termes d'autorisation préalable, donc dans quel cas est-ce qu'on a besoin de ces autorisations préalables et quels sont les délais Alors, le principe général, c'est que toute construction nouvelle va nécessiter une autorisation de construire, soit un permis de construire, soit ce qu'on appelle la déclaration effectivement préalable. Après, il y a des exceptions, donc certains travaux qui ne sont soumis à aucun type d'autorisation, et après, des dérogations pour les travaux peu importants qu'on va soumettre à déclaration préalable. C'est une procédure qui est moins lourde et qui nécessite moins de documents. Donc typiquement, par exemple, ne nécessite aucune autorisation les murs de soutènement, les murs de moins de 2 mètres de hauteur, par exemple, qui ne sont pas des murs de clôture, ou les créations de surface de plancher inférieures à 5 mètres carrés. Donc pour ça, on a besoin de rien. Il faut quand même respecter le PLU. Par exemple, je suis en zone agricole où on n'autorise pas les abris de jardin ou tout autre type de construction. Je veux faire un abri de jardin de 4 mètres carrés. Je n'ai pas besoin de déposer une déclaration préalable ou un permis de construire, mais je dois normalement être conforme quand même au PLU. En l'espèce, je ne le suis pas, je n'ai pas le droit de construire, même si je n'ai pas besoin de demander d'autorisation. Après, les déclarations préalables pour les choses qui nous intéressent, donc ce sont les constructions nouvelles pour des surfaces comprises entre 5 mètres carrés de surface de plancher et 20 mètres carrés de surface de plancher. D'accord. Ou, c'est nouveau, dans les communes qui sont couvertes par un PLU, donc dans quasiment toutes les communes, sauf les toutes petites communes, on augmente à 40 mètres carrés d'emprise au sol ou de surface de plancher. Donc jusque-là, on n'a besoin que d'une déclaration préalable. Au-dessus de 40 mètres carrés, on va demander un permis de construire. Voilà essentiellement ce qui est à retenir pour les constructions nouvelles. Après, les travaux sur les constructions qui existent déjà, pareil, on va avoir des cas de déclaration préalable et des cas de permis de construire. Alors même chose, si je crée plus de 40 mètres carrés de surface de plancher, je vais avoir un permis de construire en dessous, il va être en déclaration préalable. Et quand je fais un changement de destination aussi, par exemple, si je ne fais pas de modification de façade, ça restera une déclaration préalable. Si je fais une modification de la façade, ce sera un permis de construire. Voilà. D'accord. Les quelques types de travaux qui sont soumis à déclaration préalable ou à permis de construire. Après, il faut peut-être regarder au cas par cas dans le code de l'urbanisme ou voir en mairie, leur demander leur avis sur cette question-là, puisque ce sont des choses qui peuvent être amenées à évoluer dans le temps. Et puis voilà, il faut bien vérifier dans quel cadre, quand on a des travaux spécifiques, on se trouve. Très bien. Et en termes de délai, ça prend combien de temps pour obtenir une acceptation de... Alors, pour l'autorisation préalable, c'est 1 mois, à partir du moment où on dépose un dossier complet. Donc, il faut vraiment qu'il y ait tous les documents, sinon la mairie a un délai d'1 mois pour vous demander les documents qui manquent. Donc, si vous n'avez pas de décision au bout d'1 mois, le maire est réputé vous l'avoir donné.
Donc vous êtes bénéficiaire D'accord. de votre autorisation préalable. Automatiquement. Automatiquement, Pas de voilà. réponse. Donc en fait, ce qui veut dire que le maire, il a 1 mois pour s'opposer. Pas pour D'accord. accepter, mais pour s'opposer. Le permis de construire, c'est le délai d'instruction, c'est 2 mois pour une maison individuelle et 3 mois dans tous les autres cas. D'accord. Voilà, donc c'est Et pareil, effectivement si on plus n'a long pas et de plus lourd. réponse, c'est automatiquement validé. C'est peut-être différent pour C'est le principe, mais il y a beaucoup plus d'exceptions en matière de permis de construire. Ok. Donc il vaut mieux, là normalement, ils prennent une décision express. Autant pour les déclarations préalables, ils ne le font pas nécessairement, les permis de construire, on en a souvent une. Voilà. D'accord. Très bien. D'ailleurs, dans quel cas on est obligé de faire une demande de permis de construire? C'est ce que tu disais tout à l'heure, C'est au-delà de 20 40, mètres carrés 20. ou 40 mètres carrés maintenant dans la plupart des cas. Ok. Voilà. Donc dès que lors qu'on construit plus de 40 mètres carrés, si c'est sur une construction existante ou si c'est même tout neuf, toute la construction, au-delà de 40 mètres carrés, on demandera un permis de construire. Ok. Euriel, donc maintenant, dans quel cas on doit obligatoirement faire intervenir un architecte lorsqu'on va faire des travaux de rénovation ou d'agrandissement dans un bâtiment déjà existant? Alors c'est un peu comme l'autorisation de construire, on va partir du principe que le principe c'est qu'il faut un architecte, quels que soient les travaux que l'on réalise. Après il y a effectivement une exception importante, c'est quand on est un particulier, donc c'est pas valable pour les personnes morales, mais quand on est un particulier et qu'on construit pour soi, on peut s'abstenir de faire appel à un architecte si la construction a une surface inférieure à 150 mètres carrés. Donc si je rénove la construction après travaux, est en dessous de 150 mètres carrés. Donc si j'ai une maison de 140 mètres carrés et que je veux faire une extension, une véranda haute de 20 mètres carrés, je passe au-dessus de ce seuil-là. Ouais. Donc il va falloir que je fasse appel à un architecte, même si moi finalement je n'ai construit que 20 mètres carrés. De mentionner que c'est pas juste l'agrandissement, les 150 mètres carrés ne concernent pas seulement l'agrandissement, mais tout le bâtiment. Tout le bâtiment final, j'allais dire. Voilà. Après les travaux. 150 mètres carrés architecte. Voilà, le terme, ce qu'il faut retenir, c'est 150 mètres carrés et pour soi. Voilà, savoir que c'est uniquement valable pour les particuliers qui construisent pour eux et pas quand on veut revendre. Normalement, il faut toujours un architecte, quelle que soit la surface construite. Pour revendre. Ouais, mais un investisseur qui investit dans un immeuble de rapport et qui fait un agrandissement et que ça passe au-delà de 150, c'est quand même pour lui, non? S'il le loue, oui, mais si c'est en but de le revendre, c'est pas pour lui. D'accord. Mais s'il le revend dans 10 ans? Ah là non, il l'a fait pour lui. Après, effectivement, on peut pas anticiper sur ce qu'on va faire d'un bien. Voilà, c'est l'intention si l'objectif initiale. Premier, c'est de l'achat-revente, travaux-revente, dans ce cas-là. On a de toute façon à faire appel à un architecte. Ok. Voilà. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de l'autorisation de préalable, tu as parlé de surface plancher. Oui. Est-ce que tu peux nous définir exactement, dans le code de l'urbanisme, je ne sais pas, qu'est-ce que la surface plancher? Alors c'est une notion un peu nouvelle. Avant on parlait de SHON et de SHOB, donc surface hors œuvre nette et surface hors œuvre brute. Et depuis 2012, effectivement, c'est le code de l'urbanisme qui définit cette notion de surface de plancher. Okay. Donc un schéma serait peut-être plus explicatif, mais on mettra en ligne le schéma qui définit la surface de plancher. L'article R111-22 du code de l'urbanisme dit que la surface de plancher d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1 mètre carré. On calcule à partir de l'intérieur des façades, donc on ne compte pas l'épaisseur des murs. Et il y a certains types de surfaces qui vont être déduites, les trémies sous escalier, les caves ou locaux techniques dans les bâtiments d'habitation collective uniquement, ou peut-être plus important, les zones de stationnement et d'accès aux zones de stationnement. Donc les rampes d'accès, par exemple souterraines, ne vont pas compter comme de la surface de plancher. Ça va être déduit. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est les surfaces intérieures, j'allais dire. Donc on compte à partir de l'intérieur des murs quand c'est clos et couvert. Donc par exemple, quand vous avez une terrasse qui est couverte mais qui n'est pas close par le devant, c'est pas de la surface de plancher. Il faut qu'il y ait 4 murs, j'allais dire, et un plancher et un plafond et un toit pour que ça puisse être une surface de plancher. Tout ce qui est balcon, terrasse, tout ça. On compte pas. Sauf si on ferme le balcon. Là, à ce moment-là, ça comptera comme de la surface de plancher. Une véranda, surface plancher. Oui. Et autre critère un peu important qui a changé par rapport au réflexe qu'on avait avant, effectivement, c'est plafond supérieur à 1,80 m. Donc les combles, quand on est en dessous, ça ne va pas être comptabilisé comme de la surface de plancher. Voilà, c'est un peu le même. Par contre, avant, on disait qu'il fallait qu'il y ait des fenêtres. Maintenant, même s'il n'y a pas de fenêtres, si vous avez un local technique qui fait plus d'1,80 m de hauteur sous plafond, ça va être de la surface de plancher. D'accord.
Merci Auriel, on en a fini pour la première partie de cette vidéo. Vous nous retrouvez dans une prochaine vidéo, on va évoquer un peu la division. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube. On vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.